Merci Sacha, je prenais place. Voilà. Merci, bonsoir à toutes et à tous et à ceux qui nous suivent comme chaque lundi à distance et qui sont très nombreux. Je suis très heureux d'accueillir ce soir l'amiral Alexandros Diakopoulos pour traiter d'un thème qu'il a intitulé lui-même « Innovation technologique, guerre de substitution et conséquences géopolitiques en Méditerranée orientale ». On était la semaine dernière polarisé évidemment sur ce conflit qui continue sur le flanc oriental de l'Europe, et nos pensées vont d'ailleurs vers le peuple ukrainien assiégé et bombardé. Mais nous allons nous concentrer, amiral, sur une autre zone qui est une zone géopolitique extrêmement importante, qui est aussi une zone sensible. Alexandros Diakopoulos a en réalité beaucoup de talent et de plumes à son arc, ou de cordes à son arc, parce que c'est à la fois un marin, mais c'est aussi un pilote d'hélicoptère. Je pense que dans les vocations de la marine, oui, dans les vocations qui sont les siennes, on voit bien qu'il n'a pas oublié qu'il appartenait à un pays avec de nombreux archipels et que c'était sans doute le meilleur moyen de joindre la Grèce partout que d'utiliser à la fois le navire et l'hélicoptère. Mais plus sérieusement, c'est une carrière qu'il mène après avoir été élève à l'Académie navale d'Athènes, qui l'amène à occuper toute une série de postes d'officiers de commandement sur des bâtiments ou dans des unités d'hélicoptères, mais aussi à l'intérieur de l'état-major et aussi dans de nombreuses directions du ministère de la Défense. Je vais y revenir après, ce qui montre qu'à côté de ces, je disais, pilotes d'hélicoptères et marins, mais vous le verrez quand je détaillerai un peu sa biographie, c'est à la fois un officier, quelqu'un qui a eu des fonctions diplomatiques, qui a exercé aussi des fonctions académiques et qui d'ailleurs a été très bien formé. J'évoquais l'Académie navale d'Athènes à l'instant, sa participation à ce qu'on appelait à l'époque encore le Collège interarmé de défense, qui est devenu l'école de guerre de la marine grecque, et puis aussi ce master en administration publique à la Kennedy School à Harvard. Il a parmi, je ne vais pas reprendre tout le détail de sa carrière et de ses responsabilités, mais après avoir été directeur de l'état-major du commandement des hélicoptères de la marine grecque, il a ensuite assumé la direction, le commandement des hélicoptères de la marine. Il a eu aussi des fonctions, d'abord à l'état-major en tant que directeur des affaires internationales, puis au sein du ministère de la Défense grecque plus généralement, et donc incluant pas simplement les problématiques militaires, mais intégrant toutes les problématiques géopolitiques, géostratégiques, industrielles, les fonctions de directeur politique et de directeur des affaires internationales du ministère de la Défense hellénique. Il a été également attaché militaire à Ankara, en Turquie, avant d'assumer des fonctions auprès du Premier ministre, comme en créant le premier poste de conseiller à la sécurité nationale auprès de lui. Il a aussi exercé des fonctions de surintendant de l'Académie navale hellénique, et on retrouve les fonctions académiques que j'évoquais, pour décrire à la fois la très vaste carrière de cet amiral grec, sa très grande expérience à la fois en tant qu'officier, en tant que militaire, mais aussi pour son expérience internationale et pour les travaux académiques qu'il a exercé. Malheureusement, je n'étais pas en fonction comme GDSN, amiral, quand vous avez été nommé comme conseiller de la sécurité nationale auprès de Kyriakos Mitsotakis, mais vous avez pris d'une certaine manière un peu le relais de ce qui est un élément essentiel de la relation de nos deux pays, qui est cet accord historique de défense qui a été signé à l'automne dernier et ratifié, je crois, le 7 octobre par le Parlement grec. Enfin, je voudrais dire que
à travers cette conférence, c'est aussi une association avec un institut grec, la Fondation hellénique pour la politique européenne et étrangère, l'ELIAMEP, qui est un des instituts importants sur le champ géopolitique en Grèce. Et je salue par la même occasion Yorgos Pagoulatos, avec qui nous avons établi cette année des relations. Amiral, vous connaissez le principe, vous avez le temps libre pour votre conférence et je vous remercie de l'avoir appuyé avec un certain nombre de slides qui vont être projetés à l'instant. Ensuite, un débat, des questions. On commence toujours par les questions des étudiants, les questions des internautes et ensuite les questions des auditeurs libres. C'est un peu dans cet ordre. Amiral, un très grand merci et je vous passe la parole immédiatement. Merci Louis, merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi d'être ici. Et je vais vous demander, d'avance, je vais vous demander de faire patience avec moi, que je vais parler en anglais. Les tracts de parler à un lieu, à un établissement si historique, et à une audience de si grand niveau, de ce tel niveau, c'est déjà assez. Alors, si j'aurais de parler en français, comme je ne suis pas tellement à l'aise, je suis un peu plus à l'aise en anglais, ça aurait accroître mon trac exponentiellement. Pardonnez-moi. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est quand j'étais à l'OTAN ou à l'Union européenne, et je me rappelle, tout le monde qui venait de l'Europe de l'Est, surtout les Polonais ou les pays baltes, ils parlaient toujours de la Russie. Russie, c'était une monothématique, la Russie. Et j'ai compris que les Grecs ont fait une chose pareille, on parle de la Turquie. Et quelquefois, je me pensais que quand les autres ils voyaient un Grec approcher, ils auraient pensé que, oh mon Dieu, il va nous parler de la Turquie pour une fois encore. Et c'est ça que je veux faire. Mais il faut que j'explique. Pendant que je faisais ma recherche pour cette présentation et un article qui va avec, c'est impossible d'ignorer la Turquie. Pendant que je faisais la recherche pour les drones, pour les proxy wars, surrogate warfare, tout ça, c'était toujours la Turquie. Et à un moment, la stratégie de la Turquie, c'était très, très clair et complet à mon cerveau. Je ne pouvais pas l'éviter. La Turquie, si on parle de la Méditerranée de l'Est, c'est l'éléphant dans la chambre. On peut prétendre de l'ignorer, mais l'éléphant est toujours là. Alors, je commence en anglais. Across the coastlines. Sur tout le littoral de la Méditerranée orientale, la présence militaire turque n'a fait que se développer au cours des dernières années. Les opérations d'Ankara dans la région ont une perspective stratégique bien plus large, avec des implications qui vont bien au-delà de la seule région. Et dans ce contexte, les aspects stratégiques et idéologiques de la politique étrangère d'Ankara ne sauraient être sous-estimés par les partenaires et parties prenantes européennes. Pour comprendre la Méditerranée orientale en tant que région pivot pour les aspirations turques, il faut voir les contradictions qui existent entre les intérêts européens et turcs, et ceci ne peut être analysé et ne peut être compris efficacement qu'à travers une analyse holistique. Alors, ce que j'ai omis de dire au début de cette intervention, c'est que j'ai essayé, dans la mesure du possible, et dans la mesure du possible, parce que ça n'est pas toujours possible, mais enfin, j'ai essayé de présenter cet exposé d'un point de vue européen, pas strictement grec, en essayant de dire ce
que cela implique pour l'Europe, pour l'Union européenne, ce qu'implique la montée en puissance de la Turquie et ses aspirations régionales. Et dans cette intervention, je vous propose d'examiner d'abord les grands enjeux géopolitiques propres à la Méditerranée orientale et voir comment la Turquie est passée d'une politique étrangère basée sur la sécurité à une politique basée sur la puissance. Et plus précisément, à mesure que la technologie permet aux aventures guerrières de se proliférer dans la région à des coûts matériels très réduits, Ankara, tirant parti du recul, du déclin de l'intérêt américain dans la région et l'incapacité européenne d'agir en tant qu'acteur géopolitique unifié, la Turquie donc a été amenée à agir de manière volontariste sur de nombreux fronts dans toute la région. Et dans ce contexte, nous examinerons le concept et les manifestations matérielles de ce qu'on appelle la patrie bleue, la doctrine de la patrie bleue de la Turquie, et sa position dans la grande stratégie grecque qui propose d'accroître le rôle géopolitique de la Turquie dans le Grand Moyen-Orient pour en faire une espèce d'arbitre indispensable. Et on examinera également la coopération compétitive entre la Turquie et la Russie, ses implications pour le monde occidental et les ambitions turques de devenir le leader du monde islamique et devenir une puissance interrégionale. Enfin, nous examinerons les ramifications négatives de ces prétentions stratégiques de la Turquie par rapport aux partenaires et parties prenantes européennes. Alors commençons par les grands enjeux méditerranéens. La Méditerranée orientale, qui se trouve au carrefour de 3 continents, est une zone diverse, stratégique et donc qui est la source de nombreux conflits. Elle représente un espace d'immense valeur aussi bien pour l'économie mondiale, la sécurité européenne. Cette région reprend une grande partie du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, qui comprend 9 États littoraux et deux points de passage maritime, les Dardanelles et le canal de Suez que vous avez à l'écran. Cette jonction de différentes cultures politiques associées à un environnement géopolitique tendu, caractérisé par des lignes de faille aussi bien inter-État que intra-État, et d'une source d'instabilité chronique depuis ce qu'on appelle les printemps arabes. Le Levant et le Machrek sont devenus les régions du monde pratiquement les plus instables. Sur les 9 États littoraux de la région, 6 d'entre eux ont été impliqués dans des tourmentes extrêmement violentes. Et le déclin de l'intérêt américain pour la région a créé un vide de pouvoir qui a attisé des nouvelles rivalités parmi les acteurs régionaux et internationaux. Et de ce fait, la nature des relations du Moyen-Orient avec les puissances internationales est devenue d'une nature, disons, multipolaire, et le rôle de la Russie dans la sécurité régionale, le rôle de la Chine dans l'économie régionale se sont respectivement accrus, et de ce fait, le rôle des puissances régionales dans la définition des affaires régionales s'est également accru. Alors, la Méditerranée orientale représente une plaque tournante pour l'économie mondiale. Les lignes maritimes de communication restent essentielles pour les transports maritimes, pour le commerce et l'énergie. On estime que ces échanges représentent dans la Méditerranée presque 25% de tous les échanges maritimes internationaux. Et ces caractéristiques ont fait la Méditerranée orientale un pivot géostratégique dont la domination est devenue un des grands enjeux avec de nombreuses implications régionales. Et de plus, la découverte de gisements gaziers au large d'Israël et de Chypre a accru l'importance de cette région et la volonté de dominer cette région, ce qui n'a fait qu'exacerber les tensions préexistantes, notamment entre la Turquie et ses voisins, la
Chypre, la Grèce, mais également l'Égypte et Israël. Une étude géologique montre que 123 000 milliards de mètres cubes de gaz et 1,7 milliard de barils de pétrole se retrouvent dans les gisements du bassin de la Méditerranée orientale. Cette quantité de gaz est l'équivalent d'environ 76 années de consommation de gaz pour toute l'Union européenne. La Méditerranée orientale est également la route maritime la plus courte entre les marchés européens et asiatiques, grâce, bien entendu, au canal de Suez qui relie l'océan Indien et la mer Méditerranée. Presque 12% du commerce mondial et plus de 1000 milliards de dollars de marchandises américaines, de marchandises, traversent le canal de Suez. Cette région également est une route importante pour le transport du pétrole et du gaz depuis les pays du Golfe vers les marchés européens. Environ 70% de la demande d'énergie de l'Europe sont transportés par la mer Méditerranée sur une base annuelle. Avec l'arrivée des printemps arabe qui a modifié l'équilibre des forces, la zone méditerranéenne est devenue à nouveau un espace convoité par différentes puissances. Pour Ankara, c'était l'occasion d'essayer de marquer sa volonté d'hégémonie régionale en faisant intervenir non pas le soft, mais le hard power, c'est-à-dire la puissance musclée. Et pour citer un intellectuel turc, l'instabilité, le vide de pouvoir dans la région a créé de nouveaux enjeux qui ont fait de la puissance militaire un élément essentiel de la politique étrangère turque. Ceci a évolué sur tous les théâtres de conflit en fomentant l'instabilité dans la région, tout en acquérant des gains aussi bien stratégiques qu'économiques. L'armée turque a développé des capacités expéditionnaires appuyées par une industrie de la défense renforcée. La position stratégique de la Turquie, ambitieuse, s'appuie sur 3 piliers. D'abord, la transformation navale pour faire de la marine turque une marine en haute mer. Les concepts expéditionnaires de l'armée militaire sont associés à une tendance à avoir recours plutôt à la guerre par procuration, notamment dans la région d'Afrique du Nord et du Levant, et l'expansion de bases militaires dans différentes zones d'influence de la Turquie. C'est la Turquie qui a utilisé ces outils, les enseignements tirés de cette expérience et ses nouvelles capacités pour éclairer sa politique étrangère de nature révisionniste. Les innovations technologiques, notamment la production à grande échelle et le développement de drones, non seulement ont aidé la Turquie à atteindre certains de ses objectifs stratégiques, mais ont permis à Ankara d'être associée à des opérations auxquelles elle ne pouvait pas prétendre antérieurement. Au mois de janvier 2022, quelques 140 drones de type Bayraktar étaient en service dans l'armée turque, avec également 28 ANKA-S et 3 modèles récents de l'Akinci également aéroportés. La Turquie fait intervenir non seulement des approches traditionnelles, des tactiques de contre-terrorisme, mais également des nouvelles technologies militaires, notamment donc le déploiement de ces drones Bayraktar de type TB2 qui ont modifié la donne sur le terrain dans de nombreux conflits. Les succès de la Turquie ont démontré sa capacité à avoir des capacités de déstabilisation, avec notamment l'usage de drones armés. Également pour des activités de surveillance, le rôle de la Turquie a fait d'elle une puissance beaucoup plus agressive dans sa politique étrangère. Les enseignements tirés notamment en Syrie ont déterminé les mouvements, les choix politiques de la Turquie en matière de politique étrangère. La courbe d'apprentissage très rapide a permis
au succès en Syrie, à la Turquie d'être impliquée en Libye en 2019 et le déploiement des drones turcs au Nagorno-Karabakh en 2020. À travers cette intervention, Ankara a projeté sa puissance et a trouvé sa place à la table de négociation, non seulement dans le processus d'Astana en Syrie, mais également en Libye. Entre le mois d'août 2016 et ce jour, la Turquie a lancé 4 opérations militaires dans le nord de la Syrie, en développant ses capacités de guerre par procuration. La Turquie a accru de manière exponentielle ses capacités expéditionnaires. L'armée nationale syrienne, qui est une organisation qui chapeaute des groupes pro-Turquie armés en Syrie, formés d'ailleurs par les forces armées turques, atteignent maintenant près de 70 000 hommes et plus de 40 factions. Cet effort a été essentiellement mené aussi bien par des considérations de politique intérieure qu'étrangère et a abouti à la création d'États clients de facto dans les zones proches de ces opérations militaires. De plus, le gouvernement turc a instrumentalisé la question des réfugiés syriens pour justifier l'implication militaire de la Turquie en Syrie et pour mettre pression sur l'Union européenne pour obtenir des fonds, des financements et renégocier les frontières maritimes de la Méditerranée orientale. La participation de la Turquie dans les opérations en Syrie a amené un réalignement avec la Russie, dont nous reparlerons dans un instant. En imitant les succès de son projet en Syrie, la Turquie a exporté son savoir-faire de guerre par procuration vers la Libye, comme l'a confirmé d'ailleurs le président Erdogan lui-même. Certains des combattants de l'armée nationale syrienne ont été transférés sur le front libyen pour appuyer les opérations du groupe national armé de la Libye. Selon les estimations, le contingent en Libye comprenait 2000 hommes, et de même qu'en Syrie, la Turquie s'est insérée dans le conflit en tirant parti de l'incapacité européenne à formuler une politique cohérente sur la Libye après la chute de Muammar Kadhafi. Ankara cherche à établir une présence permanente de forces turques dans la région, notamment en Libye donc, ainsi qu'on le voit à travers ce projet de mettre en place une base navale à Misrata et une base aérienne à Al-Watiya. Le recours aux aéronefs de guerre par procuration et des drones qui ont été accordés au groupe GNA ont été la base des formes de guerre menées sur le front. Avec l'alliance avec la Russie, nous avons ici affaire à un bras dont la puissance est porteuse de conséquences. Les relations entre la Russie et la Turquie est l'une des relations les plus importantes, l'une des relations bilatérales les plus importantes de toute la région eurasienne. Depuis 2016, cette relation a évolué pour devenir quelque chose de quasiment symbiotique, puisque les deux pays coordonnent leurs présences respectives sur tous les fronts. Et même si souvent on a l'impression que ces deux parties sont opposés dans leur démarche, en réalité leur coordination n'est pas sans rappeler un pas de deux tel qu'on le voit dans les ballets classiques. Les deux pays ont en effet militarisé leur politique étrangère avec des formes de guerre hybrides qui vont intervenir des forces par procuration et en faisant pression sur les pays qui oseraient résister, de même que la Russie, la Turquie maintenant met en place des interventions militaires si nécessaire et occupe quelques pays voisins. Vous avez par exemple le nord de Chypre et dans le nord de la Syrie, mais également une présence militaire dominante dans le nord de l'Irak. En cas de collision entre les intérêts turcs et russes, Ankara et Moscou ont essayé de mettre en place une approche conjointe visant à réduire au minimum l'influence des États occidentaux et leurs institutions. Les deux pays ont tiré parti du vide géopolitique laissé par le déclin d'intérêt des États-Unis et de l'Europe
pour accroître leur propre influence dans la région et renforcer leur présence dans le Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne. Les deux pays, la Turquie et la Russie, sont prédisposés à mettre en place un ordre international, ou plutôt ils sont décidés à refouler l'ordre international basé sur la loi et les règles. Les deux pays ont militarisé leur politique étrangère et n'hésitent pas à envahir les pays voisins et créer des États pantins comme le Donetsk, l'Abkhazie, le nord de la Syrie. Les deux pays mènent des guerres hybrides et font pression sur les voisins pour atteindre leurs objectifs. Traditionnellement, la Russie a encouragé les ambitions régionales de la Turquie de manière à compliquer sa relation avec ses alliés occidentaux. La livraison en particulier de missiles S-400 russes à la Turquie en est un exemple éclatant. Les efforts de la Russie visant à encourager la Turquie à consolider sa mainmise sur la voie de transit des pipelines Est-Ouest est devenu, pour en faire une espèce de plaque tournante, c'est un autre exemple de cette relation complexe. La politique bilatérale de la Russie avec la Turquie sur les accords, notamment énergétiques, et en particulier le Blue Stream et les deux pipelines, Blue Stream et Turk Stream, ainsi que la centrale nucléaire d'Akuyu, ont renforcé le rôle de la Turquie par rapport à l'Union européenne, mais en même temps, la Turquie s'en trouve plus tributaire du gaz russe, du combustible nucléaire et de l'expertise technologique. La Turquie a, de son côté, aidé Moscou à accomplir ses objectifs stratégiques dans le Levant et la Méditerranée orientale en obtenant le retrait des forces américaines du nord-est de la Syrie. La Turquie a facilité la reprise par la Russie des bases américaines et dans le processus d'Astana. L'inclusion de l'Iran faisait contraste à l'exclusion de toutes les puissances occidentales en déployant des forces et des ressources pour appuyer le gouvernement d'accord national, le GNA libyen. La Turquie a amené un renforcement militaire de la Russie dans la région. Et dans le centre et dans l'est du pays, la présence de forces par procuration légitime en quelque sorte d'un pays légitime la présence des autres en perpétuant la présence d'éléments armés étrangers dans la région et en maintenant l'instabilité de la Libye. Personne ne va retirer ses forces parce que l'autre côté dit, par exemple les Russes nous disent je ne vais pas retirer mes troupes Wagner puisque la Turquie a ses propres mercenaires, c'est vice-versa, c'est l'excuse qu'ils se donnent l'un à l'autre pour maintenir ces milices en présence dans ces régions. Dans le Haut-Karabakh, la Russie et la Turquie ont mis de côté le groupe de Minsk de l'OSCE, et la France fait partie du groupe de Minsk, ce qui minimise toute influence occidentale. Au Mali, les avancées politiques et religieuses effectuées par la Turquie, combinées avec le déploiement du groupe Wagner russe, tout cela contribue au retrait de la France et de la présence de l'UE en général. La Turquie s'est aussi coordonnée avec la Russie pour alléger la réaction de l'OTAN au détournement forcé d'un avion ressortissant de l'UE au-dessus de la Biélorussie en mai 2021. Les deux pays sont attirés l'un vers l'autre par leur modèle autoritaire de gouvernement et par des cultures stratégiques et des codes opérationnels semblables. Ils partagent aussi une culture politique qui donne clairement la priorité à la sûreté nationale et à la souveraineté plutôt que des valeurs libérales. Le point de vue multipolaire de Erdogan ressemble à celui de Poutine et ils dévient tous les deux de l'état d'esprit des élites libérales occidentales. Les dirigeants russes et turcs échangent régulièrement et ils ont élargi leur coopération sur un certain nombre de fronts. L'empreinte de leur coopération compétitive se retrouve dans toute la région.
Il y a aussi des similitudes plus larges entre la Russie et la Turquie. Les deux pays sont révisionnistes, agressifs et affirmés à leur périphérie. L'autoritarisme à l'intérieur alimente une diplomatie agressive, ce qui fait que ce sont les deux faces d'une même monnaie, alors que le respect des droits de l'état de droit baisse à la fois en leurs frontières et au-delà. Leurs dirigeants ne sont pas confrontés à des obstacles institutionnels car ils se sont débarrassés de toute vraisemblance de l'état de droit. Les deux pays éliminent la liberté des médias, attaquent et détiennent les militants des droits de l'homme et ne tiennent pas compte des verdicts de la Cour européenne des droits de l'homme en défiant les décisions du Conseil de l'Europe. Des exemples notables comprennent l'incarcération du militant des droits de l'homme et philanthrope Osman Kavala, bien connu, et la détention de Selahattin Demirtas et de 8 autres députés élus démocratiquement en Turquie, tout autant que la mise en prison d'Alexei Navalny en Russie. Dans tous ces exemples, l'exemple de Osman Kavala est le plus notoire. La symétrie est époustouflante. Les deux affirment être encerclés, ce qui sert de prétexte à des actions unilatérales. Tandis que la Russie affirme craindre d'être encerclée par l'OTAN, Ankara dénonce aussi différentes initiatives de coopération régionale comme étant des éléments d'un plan visant à exclure et à encercler la Turquie. La Russie exige le retrait des forces de l'OTAN de son ancienne sphère d'influence soviétique, tandis que la Turquie exige la démilitarisation des îles grecques. La Russie menace et, en fin de compte, mène des guerres contre des pays qui cherchent à rejoindre l'OTAN, tandis que la Turquie menace la Grèce de guerre si elle étend ses eaux territoriales à 12 000 nautiques. La logique russe visant à envahir et à occuper la Crimée est identique à la logique turque visant à envahir et à occuper la partie septentrionale de Chypre. Il y a une similitude frappante entre la rhétorique et l'agressivité de la Russie envers l'Ukraine et les actions turques contre la Grèce et Chypre dans leurs aspects militaires jusqu'au rappel fréquent à leur histoire impériale. Les ambitions croissantes en matière de politique étrangère de la Turquie ne se limitent pas à son voisinage. La politique africaine d'Ankara est un indicateur de ses aspirations interrégionales de longue date. Les aspirations interrégionales de la Turquie ne sont pas nouvelles. Elles ont été formalisées sous l'égide de l'ancien ministre des Affaires étrangères Ahmet Davutoglu. Cette doctrine de la profondeur stratégique, comme on l'appelle, indique que la Turquie a l'avantage unique d'opérer des ouvertures dans chaque direction grâce à son positionnement à la croisée entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Dans ce contexte, Davutoglu a argumenté en faveur d'une approche extravertie et volontariste en matière d'implication régionale, notamment vis-à-vis du monde musulman. Jusqu'à ce jour, le président Erdogan affirme toujours le rôle unique de la Turquie en tant que leader au sein du monde islamique et en tant qu'État pivot au sein du Moyen-Orient. Je vais laisser ces déclarations à l'écran parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. Dans les États musulmans, Erdogan s'est présenté comme un dirigeant de l'Oumma mondiale, un geste qui cadre bien avec ses rappels au passé ottoman dans les Balkans, au Moyen-Orient et chez lui. La Turquie s'est concentrée particulièrement sur la région du Sahel et de la Corne de l'Afrique en mettant en exergue ces liens religieux partagés, ce qui la différencie principalement de la France et des autres puissances occidentales.
comme il a l'habitude d'attiser le sentiment patriotique anti-occidental chez lui, Erdogan se présente avec la même rhétorique comme un émancipateur qui représente le monde en développement et les musulmans dans le monde entier. L'objectif principal du discours anticolonial turc est la France, comme le révèlent les efforts turcs visant à limiter l'influence française au Sahel et dans l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Ankara a tiré parti de l'histoire coloniale de la France pour se dépeindre comme une alternative anticoloniale qui fait la promotion de l'image d'un partenaire égalitaire qui développe des accords gagnant-gagnant fondés sur la confiance mutuelle et l'inclusion en s'inspirant de sa rhétorique sud-sud. Il convient de noter que si le président turc et les hauts dirigeants accusent si souvent la France et l'Europe de son passé colonial, ils ne font pas la même chose concernant la Grande-Bretagne, avec qui ils souhaitent cultiver une relation spéciale, car les deux pays sont sur les flancs de l'Union européenne, à l'ouest et à l'est. Il convient aussi de remarquer que, même si Erdogan accuse constamment l'Occident de discriminer contre les musulmans, soi-disant, il ne dit rien concernant le traitement des Ouïghours par la Chine au Xinjiang. Dans toute l'Afrique, Ankara défend des sentiments anticoloniaux et anti-occidentaux avec énormément d'influence grâce à l'utilisation de méthodes de soft power. Et la Turquie est impliquée. Et ces méthodes vont de la fourniture de l'aide internationale à la prolifération des médias de masse. Entre 2003 et 2020, les échanges bilatéraux entre l'Afrique et la Turquie ont été multipliés par 4 et le nombre d'ambassades turques sur le continent sont passés de 12 à 42. Le gouvernement Erdogan a dépensé presque $1,5 milliard pour construire plus de 100 mosquées en dehors de la Turquie. Et la fondation Maarif, contrôlée par l'État, exploite 175 écoles dans 25 pays et enseigne et endoctrine presque 18 000 élèves. En outre, la Turquie a développé son implication économique dans le Maghreb pour réorienter la configuration commerciale et la géopolitique de la connectivité transméditerranéenne. Avec l'établissement de l'influence turque en Libye et l'achèvement de liens de transport commerciaux à partir de Tripoli, la présence turque en Libye pourrait contribuer à une consolidation plus poussée d'une architecture commerciale vers le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. En outre, la Turquie utilise de plus en plus la coopération en matière de défense avec les nations africaines comme monnaie d'échange pour approfondir ses relations économiques. La Turquie a donné la priorité aux ventes d'armements et aux formations militaires, notamment dans la région disputée du Sahel. Les bases militaires turques en Libye et en Somalie se voient complétées par des accords de coopération militaire avec le Niger, le Tchad et le Nigeria. Les exportations de drones ont été aussi un instrument de politique étrangère extrêmement utile. Le drone Bayraktar a été le fer de lance des exportations de défense turques qui sont passées de 248 millions de dollars en 2002 à 3 milliards de dollars en 2019 et même encore plus de nos jours. Cette expansion, combinée avec l'afflux de mercenaires venant de Libye, a le potentiel de continuer de déstabiliser une région essentielle pour les intérêts européens. L'architecture émergente de la Turquie au Maghreb et en Afrique de l'Ouest est sur le point de perturber le statu quo. Cette combinaison d'une rhétorique enflammée contre l'Occident, la hausse des ventes d'armements et le retrait de l'Ouest a comme capacité d'exacerber des lignes de faille régionales et aura des implications à long terme pour d'autres théâtres d'opération, y compris la guerre contre le terrorisme. Cependant,
La réussite ultime de la Turquie dans cette stratégie interrégionale dépend de son contrôle de l'est de la Méditerranée. En septembre 2019, Erdogan a effectué une visite officielle à l'Université de défense nationale d'Istanbul. Pendant cette visite, il a posé devant une grande carte de la Turquie intitulée Mavi Vatan, ou la patrie bleue, qui dépeignait les frontières maritimes de la Turquie, qui englobait les îles de l'est de la mer Égée, ce qui démarque une zone de 462 000 km² autour de l'Asie mineure. Cette map représente les prétentions maximalistes d'Ankara et empiète sur les droits souverains de la Grèce et de Chypre. Vous pouvez voir que cela comprend presque la moitié de la mer Égée, la partie orientale de la mer Égée. Même si au début ça a été vu comme une revendication turque sur les réserves énergétiques de la Méditerranée de l'Est par la Turquie, cela a une ampleur continentale, voire mondiale. L'exploitation des ressources naturelles n'est qu'une partie du projet, tandis que la maîtrise des voies de transport oriental vers l'Europe semble être le but ultime. Implicitement, ce concept propose que la Turquie doit dominer la Méditerranée pour retrouver sa puissance marchande et maritime qui était auparavant le domaine des Ottomans. Cette doctrine de la patrie bleue est le point essentiel de la stratégie interrégionale turque. C'est à l'aune de cette doctrine que Ankara vise à dominer l'est de la Méditerranée. Cette région, qui est à l'embouchure du canal de Suez, est un point de passage obligé pour les routes commerciales qui relient l'Europe à l'océan Indien et, par extension, à l'Asie du Sud-Est. C'est aussi la principale interface maritime du Proche-Orient et du Machrek. Si jamais la Turquie réussissait en cela, elle maîtriserait les voies maritimes de la mer Noire et de Suez vers le centre de la Méditerranée, ce qui accomplirait l'ambition d'Ankara de devenir une plaque tournante géostratégique et géoéconomique qui relierait l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Tandis que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Davutoglu, voyait l'Anatolie comme une plaque tournante entre les trois continents, l'Est de la Méditerranée joue un rôle semblable dans l'idée de la patrie bleue, à cheval entre le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient et l'espace Indo-Pacifique. Erdogan lui-même a affirmé explicitement que les intérêts nationaux de la Turquie vont du canal de Suez et des mers limitrophes à l'océan Indien. Pour donner une couche de vernis juridique à cette doctrine, la Turquie a signé un accord illégitime avec le gouvernement d'accord national libyen pour établir une frontière maritime commune. Là, vous la voyez, la Turquie ici, la Libye ici, et comme on peut le voir, les lignes qui les relient passent directement au-dessus des îles grecques. Alors, ils ont établi cette frontière en novembre 2019 et c'est une infraction flagrante aux droits de la mer. Cet accord affirme que les îles, quelle que soit leur taille, n'ont pas le droit à un plateau continental et partant, les îles grecques, à l'est du 25e méridien, sont sous la juridiction maritime de la Turquie. Selon le rapport de 2021 sur la Turquie de la Commission de l'UE, cet accord ignore les droits souverains de la Grèce dans la zone concernée, viole les droits souverains des États tiers, ne respecte pas la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et ne peut entraîner aucune conséquence juridique pour les États tiers. Même si cet accord existe quand même. En se servant de cet accord dans le cadre de la doctrine de la patrie bleue, la Turquie projette sa puissance non seulement dans la mer Égée et l'est de la Méditerranée, mais aussi dans tout le centre de la Méditerranée. En renforçant la coopération militaire turco-libyenne et en empiétant sur la zone économique exclusive revendiquée par la Grèce,
la Turquie a montré qu'elle n'avait pas peur des confrontations avec ceux qui pourraient limiter ses ambitions maritimes. C'est précisément cette liberté d'exercer un contrôle effectif sur la région qui représente la base des ambitions stratégiques mondiales de la Turquie. Alors, pour défendre ces revendications, la marine turque utilise des tactiques de déni d'accès pour légitimer son contrôle sur la zone de la patrie bleue. La Turquie a utilisé des navires de guerre en participant souvent à la mission Bouclier méditerranéen pour harceler des navires de recherche scientifique et perturber leur travail. Cette diplomatie moderne par les navires de guerre prolifère car Ankara affirme sa maîtrise par son pouvoir de perturbation qui reste un élément essentiel d'une propriété implicite. En perturbant la capacité des autres à mener des recherches, eh bien, cela fait encore de la Turquie la principale puissance régionale. La Turquie, après tout, n'a jamais hésité à aller au bord de l'escalade pour développer son projet de la patrie bleue. Après de nombreuses incursions dans la ZEE, la zone économique exclusive de Chypre, en novembre 2018, en février 2018, les navires de guerre turcs ont menacé de faire couler un navire de recherche de la compagnie pétrolière italienne Eni dans la ZEE chypriote et le bateau a dû faire des manœuvres d'évitement de dernière minute pour éviter une collision. En janvier 2019, escorté par une frégate, le navire de recherche turc Barbaros a encore enfreint la ZEE chypriote. Un mois plus tard, la Turquie a lancé ses plus grandes manœuvres navales de son histoire, qui s'appelait la patrie bleue, justement. Plus de 100 navires ont participé à ces manœuvres, ce qui a couvert l'intégralité des zones revendiquées par la Turquie de la mer Noire à l'est et le centre de la Méditerranée. La marine turque utilise tous les moyens possibles pour perturber le statu quo. En juin 2020, 2 navires de guerre turcs ont ciblé et menacé une frégate française, Courbet, à 3 reprises au large des côtes libyennes. Le navire français, qui d'ailleurs participait à une mission OTAN, Sea Guardian, a essayé simplement d'effectuer une fouille sur un navire marchand exploité par une société turque qui transportait très visiblement des armes pour les apporter en Libye en violation de l'embargo sur la Libye. C'est là que ça s'est passé, cet incident. En 2020, les navires de recherche de cartographie turque Eurokreis et Barbaros ont enfreint à 2 reprises la ZEE chypriote et la ZEE zone économique exclusive revendiquée par la Grèce en effectuant des relevés sismologiques illégaux. Et ils ont mis les marines grecques et turques en alerte après la collision entre une frégate turque et un bateau grec en août. Et ils se sont approchés à 6 milles nautiques des côtes des îles grecques. Pardon, j'ai oublié d'inclure cette diapo, pas de souci. Alors, le fondement historique de la doctrine de la patrie bleue est la thèse selon laquelle l'Empire ottoman s'est effondré du fait de la perte de sa puissance navale et que pour que la Turquie puisse recouvrer sa juste place, il faut qu'elle acquiert les capacités d'une marine de haute mer. C'est dans ce contexte que l'expansion et la modernisation rapide de la marine turque a lieu. Les navires d'Ankara, les navires d'assaut amphibies
conçu par l'Espagne, le TCG Anadolu, qui est en cours d'essai en mer, est le premier de son type à pouvoir accueillir des drones, la version navale du drone Bayraktar. Auparavant, il devait porter des avions F-35, mais depuis que la Turquie a été exclue du programme F-35, ils ont dû se contenter du Bayraktar. Le navire d'attaque amphibie polyvalent pour transporter un bataillon amphibie et aussi tous les véhicules de soutien dans des zones de crise sans le soutien d'une base terrestre et pourra participer à des opérations terrestres avec les navires de débarquement qu'il transportera. Et puis, il y aura 6 nouveaux sous-marins de classe Reiss, une version du type 214 allemand, qui devraient rejoindre la flotte en 2027. Leur propulsion anaérobie leur offre des semaines en immersion, une condition essentielle pour ces points chauds de l'Est de la Méditerranée. En outre, le programme Milgem est un programme de navires de guerre national de la République de Turquie, géré par la marine. Le but est de développer des corvettes et des frégates polyvalentes qui pourraient être développées dans tout un tas de missions. Le programme de modernisation de la Turquie est soutenu par son industrie de défense autochtone et, de toute évidence, elle a pour but de transformer la flotte en une marine hauturière en part entière qui peut projeter sa puissance loin de ses côtes. Pendant ma présentation, j'ai essayé de démontrer que la Turquie est une puissance révisionniste avec des aspirations mondiales et une stratégie claire pour modifier radicalement le statu quo régional. La classe politique au pouvoir à Ankara perçoit les relations internationales d'une façon complètement transactionnelle. L'une des hypothèses centrales des élites au pouvoir en Turquie concernant le système international est qu'il n'est plus centré sur l'Occident, mais plutôt post-occidental. Cette lecture voit l'ordre mondial comme étant multipolaire et cela fournit alors aux puissances régionales plus de marge de manœuvre. De ce point de vue, les intérêts turcs seront servi au mieux par un acte d'équilibriste géopolitique entre différents centres de pouvoir. La Turquie s'envisage comme étant une puissance pivot, un partenaire indispensable avec qui Washington, Moscou ou même Pékin devront avoir des accords efficaces dans la région. Le gouvernement turc rêve d'une sphère d'influence turque revitalisée qui projette sa puissance sur 3 continents. En mettant fin aux dispositifs maritimes existants, Ankara cherche à devenir la puissance interrégionale prédominante qui va s'allier au cas par cas avec tous ceux qui auront le plus à lui offrir. Son but est de recouvrer son rôle historique en tant qu'acteur de la régulation dans la région. Alors, de même que sa puissance se développe, eh bien, son poids dans la négociation et son niveau d'autonomie ne feront que croître. Dans une vue du monde post-idéologique et transactionnelle, plus la valeur de la coopération d'Ankara est élevée, plus il faudra payer un prix élevé pour y avoir accès. La Turquie souhaite négocier avec les grandes puissances en tant qu'égale, comme c'était le cas à l'apogée de l'Empire ottoman. La politique actuelle de la Turquie ressemble à sa politique de neutralité active pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle Ankara s'est ouverte à la fois aux alliés et à l'Axe en se positionnant pour être du côté des gagnants. Dans ce qu'elle voit comme un monde de plus en plus multipolaire, le gouvernement turc a amélioré ses relations avec la Russie, l'Iran et la Chine. Elle reste indécise et chaque fois qu'il y a des problèmes avec la Russie, elle appelle l'OTAN à la rescousse, mais chaque fois que l'Occident vient la préoccuper, elle menace de renforcer ses liens avec la Russie. Et quand ses intérêts divergent de ceux
de ses alliés dans l'OTAN et de l'UE, la Turquie adopte des initiatives diplomatiques et militaires unilatérales. Ici, le but explicite de ces politiques est d'obtenir une autonomie stratégique. Et c'est ce que dit la Turquie. La Turquie n'a jamais vraiment authentiquement fait partie de l'Ouest, que ce soit politiquement ou culturellement, ou même, exception faite de la période de la guerre froide, géopolitiquement. Ces nombreuses identités coexistent et elles sont instrumentalisées si nécessaire. Par exemple, avec l'Occident, la Turquie se présente comme un rempart contre la Russie, mais avec la Russie, elle se présente comme faisant partie de l'Eurasie. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, elle se concentre sur son patrimoine et son héritage islamique. En Asie centrale, elle met en lumière son patrimoine et son héritage turquique. Dans les Balkans, elle fait la promotion de son passé ottoman et en Afrique, elle met l'accent sur l'islam et l'anticolonialisme. La doctrine de la patrie bleue est la pierre angulaire de la stratégie interrégionale de la Turquie. C'est à l'aune de cette doctrine que Ankara vise à dominer l'est de la Méditerranée en contrôlant les voies maritimes venant de la mer Noire et du canal de Suez vers le centre de la Méditerranée. La Turquie contrôlerait les principales voies de transport vers l'Europe. En tenant compte de la mentalité transactionnelle d'Ankara, une telle maîtrise entraînerait un risque majeur pour l'UE et l'Ouest en général. Tout d'abord, concernant la sécurité énergétique, tous les transports d'énergie vers l'Europe seraient sous la coupe soit de la Russie, soit de la Turquie. Deuxièmement, en visant à maîtriser l'est de la mer Égée et en exigeant la démilitarisation des îles grecques, la Turquie seule pourrait maîtriser les mouvements de la flotte russe de la mer Noire vers l'est de la Méditerranée et vice-versa. Et puisqu'ils exigent la moitié de la mer Égée, les Russes pourraient passer par là et cette moitié de la mer Égée pour aller jusqu'à l'est de la Méditerranée. Tandis que tous les transports d'énergie seraient contrôlés ici par la Turquie. Cela augmenterait le poids de la Turquie avec à la fois l'Occident et la Russie. Troisièmement, la Turquie aurait une maîtrise pleine et entière des flux migratoires venant de l'Est et du centre de la Méditerranée. En s'établissant ici, en Libye, et ici, ils peuvent contrôler les flux migratoires. Et cela augmente son poids vis-à-vis de l'Union européenne ou des pays européens. Pour citer Ryan Gingeras, un expert bien connu sur la Turquie au département des affaires de sécurité nationale à l'école supérieure navale, en réaffirmant régulièrement la place de la Turquie à l'OTAN, l'administration d'Erdogan a évoqué la Turquie comme étant le dirigeant du monde islamique et en temps comme étant le gardien de l'ancien ordre ottoman. Il condamne régulièrement la tyrannie de l'impérialisme occidental tout en faisant la promotion de l'émergence d'un consensus eurasiatique en conjonction avec la Chine et la Russie. Que ce soit par les paroles et par les actes, son point de vue sur la politique régionale trahit souvent des signes d'irrédentisme. Les tendances révisionnistes d'Erdogan sont illustrées au mieux par son soutien pour la création d'une grande patrie bleue dans l'est de la Méditerranée. S'il devait obtenir gain de cause, la souveraineté grecque sur ses îles et ses voies maritimes serait quasiment annulée. Fin de la citation. La patrie bleue turque ressemble à la ligne en 9 traits de la Chine qui englobe presque toute la mer de Chine méridionale, que ce soit dans ses revendications maximalistes que dans son peu de respect du droit de la mer. Dans un monde mondialisé et interconnecté, des actions dans une partie du globe peuvent avoir des répercussions
et des influences sur d'autres parties du monde. À cet égard, les actions turques dans l'est de la Méditerranée pourraient venir légitimer les actions correspondantes de la Chine dans la mer de Chine méridionale et vice-versa. Cela créerait un précédent extrêmement dangereux pour le droit international et par conséquent pour l'ordre international avec des conséquences très graves. L'Europe ne peut pas se permettre de rester spectatrice dans un ordre mondial qui est principalement façonné par d'autres. C'est ce qu'on lit dans le résumé analytique du projet de boussole stratégique de l'UE. Mais si la Turquie réussit à imposer la doctrine juridique et géopolitique de la patrie bleue, c'est exactement ce à quoi nous serons confrontés. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Amiral. Je voudrais excuser ceux qui nous suivaient sur Facebook parce que je crois qu'il y a eu une attaque informatique pendant le cours, mais on a réussi à restaurer la chaire. C'est pas la première fois que sur certains sujets, nous avons des attaques informatiques, mais nous avons des réseaux très robustes. Donc, pour ceux qui nous suivaient sur Facebook, des messages leur ont été envoyés pour suivre par d'autres réseaux. Ici, c'est un lieu académique, hein, tout le monde est bienvenu, tout le monde peut discuter. Et la censure, même sur Internet, est en revanche pas bienvenue. C'était des drôles de... C'est des drôles de pratiques. Bon, enfin, voilà, on est habitué, c'est pas... Voilà, mais... Amiral, merci beaucoup. Moi, je voulais revenir peut-être dans la discussion, d'abord sur... on voit bien, vous avez fait ce parallélisme entre des stratégies, des acteurs. Peut-être revenir avec vous sur, au fond, est-ce que ce modèle de stratégie hybride, d'influence, etc., ne se trouve pas aujourd'hui quand même un peu transformé par cette guerre en Ukraine, y compris pour la Turquie, qui voit qu'on ne peut pas pousser certains jeux trop loin, sinon à son détriment. Est-ce que, et qui, parce qu'elle est dans l'OTAN, doit aussi se solidariser des positions de ses alliés, et donc peut-être rectifier certaines lignes. En bref, est-ce qu'il peut y avoir un impact de la guerre en Ukraine pour renormaliser le comportement de la Turquie sur certains de ces aspects où elle pouvait apparaître très agressive? Ça, c'est la première des questions que je voulais vous poser. Très bonne question. Very good question. C'est en effet une excellente question, la question à $1 million. En fait, qui sait? Je vais vous dire le fond de ma pensée. Bien entendu, pour l'instant, la Turquie est obligée de prendre parti pour l'Occident, même si c'est un peu un numéro d'équilibriste. La Turquie, par exemple, ne peut pas s'offrir le luxe d'imposer des sanctions à l'encontre de la Russie, puisque la Turquie est entièrement tributaire de la Russie, notamment pour les produits alimentaires, mais également, bien sûr, en matière d'énergie. C'est juste, mais en même temps, force est de constater que le révisionnisme n'est plus de mise. L'Europe occidentale s'est un petit peu unie autour de ces questions et ces positions ont été relativisées. Maintenant, la Turquie, par rapport à l'Union occidentale et surtout par rapport au reste de la Turquie, ne saurait prendre un parti adverse sans se faire accuser de vouloir scinder justement l'alliance. Donc, pour cette raison, mais également en raison de ses problèmes économiques, parce que l'économie turque se porte mal. Officiellement, l'inflation se situe à 50-55%, mais en fait, on sait qu'elle est à probablement plus de 100%. Donc, la Turquie ne peut pas continuer sur sa lancée. Mais par ailleurs, la Turquie n'a rien lâché par rapport à ce qui s'est produit jusqu'à présent. La patrie bleue, en tant que concept, existe bel et bien. Et le protocole d'accord ou les accords avec cette abomination
protocole d'accord avec la Libye et le GNA existe toujours. Ils ne l'ont pas résilié d'aucune façon. La Turquie est toujours en cheville avec les frères musulmans et le Hamas qui ont encore leur bureau à Istanbul. Alors ce qu'ils leur ont demandé, c'est de rester discrets, mais ils ne les ont pas expulsés pour autant. Et le point de vue turc, et là, d'ailleurs justement, l'Afghanistan illustre bien ce point de vue. La Turquie estime que tôt ou tard, les frères musulmans finiront par l'emporter en Afrique du Nord. Donc ils se pensent bien placés pour avoir les meilleures relations possibles, en tout cas pour établir des liens avec les frères musulmans lorsque leur heure viendra. Donc non seulement ils ne se sont pas mis à dos, les frères musulmans, loin s'en faut, au contraire, ils leur ont simplement demandé de rester discrets pour pouvoir ménager la relation avec Israël et les Émirats. Et pour attendre, alors ils voient bien, les Turcs voient bien qu'ils ne peuvent pas maintenir ouvertement des politiques étrangères agressives, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu un échange, ma foi, cordial entre le président turc et le Premier ministre grec. Mais enfin, là, c'est quelque chose qui se passe en surface, mais sur le fond, rien n'a été retiré, rien n'a été enlevé, ils n'ont rien lâché de leur position. Et dans une politique d'influence, tout ce qui maximise sa position, que ce soit un État musulman pour avoir une influence dans les pays du Maghreb, que ce soit d'être un pays turcophone pour avoir une action en Asie centrale, etc., etc. On ne peut pas le lui reprocher. Mais dans cette stratégie d'influence, s'il pousse trop loin, si la Turquie va trop loin dans la reconstitution de ce qui est quand même un mirage, quoi. Son empire, il est très derrière, l'empire ottoman est très loin derrière la Turquie. Est-ce qu'il ne risque pas, et il rencontre d'autres acteurs régionaux plus riches, l'Arabie saoudite, au moins aussi peuplée, l'Égypte. Quand on va vers le Maghreb, on imagine mal l'Algérie, voire la Turquie développer trop profondément des actions qui lui déplairaient. Donc, elle n'est pas seule au monde, y compris dans cette région. Il y a d'autres acteurs régionaux qui la contrebalancent naturellement. On ne reproche rien à Turquie. They do what they think is best for. On dit ne reprochons rien à la Turquie, et la Turquie ne fait que ce qu'elle doit faire dans l'intérêt du pays. C'est peut-être le cas, mais et là, je ne suis pas en train de dire que leur point de vue est juste ou faux. Ce que je suis en train de dire, par contre, c'est que les actions de la Turquie, aussi bien à moyen terme qu'à long terme, présentent des dangers pour l'Europe. Et ça, c'était la conclusion de mon intervention, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez vous retrouver avec une puissance qui considère le monde de manière transactionnelle et qui contrôlera la Méditerranée orientale, les voies maritimes qui transportent l'énergie, les flux migratoires et tous les mouvements commerciaux. Et non seulement sera la patronne de modes de façon qui sont très contraires aux modes occidentaux, je pense aux modes musulmans, et ce à un prix et de manière très agressive, et c'est-à-dire que l'Europe sera amenée à payer un prix très élevé pour rester la tête hors de l'eau. Il faut donc voir, il y a un prix très cher à payer pour l'Europe si elle laisse la Turquie jouer le rôle qu'elle entend jouer. Que ce soit d'ailleurs le rôle de la Turquie ou d'ailleurs de la Russie, il y aura toujours une espèce de chantage exercé par la Turquie sur l'Europe. C'est l'attitude des... Souvent, et ça fait partie d'ailleurs d'une politique très agile, très habile, très sophistiquée, mais on a senti qu'il y avait une ambiguïté du côté des anglo-saxons, qu'il y a une ambiguïté britannique, qu'il y a une ambiguïté américaine. Ambiguïté américaine parce que c'est quand même le flanc oriental de l'Alliance. Pour les Anglais, mais est-ce que, puissance maritime également, est-ce que ça ne concerne que l'Europe continentale, plus directement,
parce que c'est ça approvisionnement, ou est-ce que, comment vous voyez le repositionnement, notamment de nos amis britanniques sur cette question, et de nos amis américains qui sont, on peut voir comment les Européens, d'une certaine manière, peuvent être unis, etc. Mais le Royaume-Uni, Brexit, n'est plus dans l'Union européenne, donc est moins solidarisé des positions diplomatiques qu'on peut avoir ensemble. Les États-Unis sont soucieux de maintenir la cohésion dans l'Alliance, donc font un peu du grand écart. Comment est-ce que, là encore, les derniers événements, une position qui peut-être a été, et notamment sur la répartition des zones maritimes, la territorialisation des zones maritimes dans l'espace turc, ne les a pas fait un peu bouger, notamment les Britanniques? Yes. One of the first meetings of Britain's foreign. L'un des premiers messages du Premier ministre britannique a été à l'intention de la Turquie. La relation anglo-turque n'est pas formalisée, mais on en voit, si vous voulez, les contours. En effet, la Grande-Bretagne et la Turquie ont des intérêts communs et pas nécessairement conflictuels, tant que la Turquie ne compromet pas, si vous voulez, l'unité de l'OTAN. Ça, c'est la ligne rouge pour les Britanniques, mais rien d'autre. Parce que Turquie est au sud de l'Union européenne, la Grande-Bretagne se trouve au nord, au nord-ouest. Enfin, leurs positions sont un peu complémentaires. Et d'ailleurs, l'un et l'autre, la Turquie et la Grande-Bretagne, peuvent mettre pression sur l'Europe pour obtenir de l'Europe disons, un meilleur traitement. Donc, s'ils arrivent à mettre pression pour arriver à leur fin, pourquoi pas? Ça n'est pas nécessairement l'un au détriment de l'autre. This is why, sorry. Oui. Non, excusez-moi, mais c'est la raison pour laquelle je pense, et ce que j'ai dit ici n'avait rien d'arbitraire. Hein. J'ai des milliers de références et de citations pour mon article, et tout ce que j'ai dit est entièrement documenté. C'est un haut fonctionnaire turc qui m'a dit que après la chute du mur et la fin de la guerre froide, les relations internationales seront post-idéologiques. Autrement dit, elles ne seront plus, disons, portées par des conflits idéologiques, c'est-à-dire que les relations sont purement transactionnelles. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, cela venait des politiques turcs eux-mêmes. Et cela, d'ailleurs, il en va de même pour la relation entre la Turquie et la Grande-Bretagne. Historique sur Chypre des Anglais. Et est-ce qu'ils se sentent encore concernés, ou au contraire, ça les pousse à être dans une plus grande neutralité sur cette zone? Au vu de l'incident, des incidents... Excuse me. They're concerned, but they don't... Non, les Britanniques sont préoccupés par la situation en Chypre, mais si vous voulez, le statu quo ne leur pose pas de problème. Tant qu'ils conservent leur base et que la situation est stabilisée, finalement, peu leur importe finalement qu'une partie de l'île soit occupée. Enfin, en tout cas, les bases navales britanniques sont en sûreté dans la région. Il y a une certaine stabilité qui règne, ma foi. Cela ne repose pas plus de problèmes que cela. La Grande-Bretagne sera toujours un facteur à prendre en compte s'il est question de l'avenir de l'île. La Grande-Bretagne aura toujours son mot à dire, donc elle n'a rien à perdre dans la continuation de la situation. Thank you, Mr. Giacopulos. Merci, Monsieur Niakopoulos. Du 25 janvier au 7 mars 2021, les exercices maritimes de 2021 ont eu lieu, dans lesquels la Turquie a manœuvré plusieurs navires, plusieurs hélicoptères et aéronefs dans les mers Égée et Méditerranée. Les hélicoptères venaient exclusivement de l'armée de terre turque et pas de la marine. Et vous-même étiez aux commandes des hélicoptères de la marine grecque. Quels sont les avantages de la
marine grecque tirée par ces appareils? Et deuxième question subsidiaire, pensez-vous qu'il y aura un Maïva 2022 dans la mesure où il y a eu cet exercice en dépit du conflit en Ukraine? Deux autres questions. Alors, je regarde un peu dans la... Là-haut. Vous montez le micro là-haut. Thank you for your presentation. You've talked about... Merci de cet exposé. Vous avez parlé des différentes stratégies, différentes capacités de la Turquie, mais quid de la Grèce? Comment la Grèce fait-elle face? Est-ce que la Grèce a trouvé des accords avec d'autres pays, de nouveaux partenariats, ou améliorez-vous vos propres capacités de défense, vos propres stratégies, notamment par rapport aux drones et au domaine naval? 3 d'abord. Monsieur Dallison. Thank you. Merci pour cette conférence, amiral. Aujourd'hui, la Grèce et la Turquie appuient l'Ukraine. Est-ce que l'ombre du conflit russo-ukrainien éclaire les nouvelles relations entre la Grèce et la Turquie? Enfin, les déclarations de Mitsotakis semblent l'indiquer. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se confirmer ou est-ce que ça n'est qu'un feu de paille? Est-ce que là, tout d'un coup, cette nouvelle donne pourrait amener les relations turco-grecques à un nouveau niveau? Est-ce que du côté grec, il y a la volonté de davantage d'implication européenne dans le conflit? 3 autres après. Okay, I start with the third one. Je répondrai à la troisième question, ne serait-ce que parce que c'est celle dont je me souviens. Je vous dirais ceci, vous avez raison. Du point de vue grec, la pire des éventualités serait que Poutine arrive à ses fins et qu'il y arrive en tout cas facilement et rapidement. Et qu'il puisse s'en sortir avec quelques modestes sanctions, comme en 2008 et en 2014, sanctions qui n'auraient pas finalement beaucoup plus d'effet qu'un simple rappel à l'ordre. Alors, si tel était le cas, là, évidemment, cela pourrait justifier aux yeux de Poutine ses propres actions, mais surtout, cela permettrait de donner crédit à sa vision du monde. Or, Erdogan, Poutine et Xi Jinping partagent cette même vision du monde. Ils estiment tous les trois que ce qui est en jeu, à part la vie des civils ukrainiens, ce qui est en jeu finalement, c'est la confrontation de deux points de vue différents sur le monde international. Il y en a un qui est issu de l'accord final d'Helsinki, c'est-à-dire le point de vue libéral selon lequel chaque pays doit être libre, souverain et prendre ses propres décisions quant à ses choix de partenaires, ses alliances et que sais-je, de quelle alliance il veut faire partie ou quel partenariat lié. Ça, c'est le point de vue, disons, libéral, entre guillemets. Et puis, disons, le point de vue de Helsinki. Et puis, vous avez le point de vue de Yalta, dans lequel vous avez les grandes puissances, et ces grandes puissances, de par leur puissance, ont droit à leur sphère d'influence dans leur périphérie, disons dans leur région. Et ça, c'est le point de vue adopté par la Turquie, la Chine et la Russie dans une certaine mesure. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que, disons que les points de vue, les actions de Poutine ne semblent pas l'emporter. Même s'il parvient à trouver une trêve ou disons, un accord de paix dans des termes qui lui sont favorables, en fait, il a déjà perdu. Et ceci a déjà été constaté par Ankara. Donc, Ankara, c'est très bien.
en tout cas, dans l'état actuel des choses, et pour l'instant, disons que le climat actuel n'est pas propice à l'aventurisme, à des actions guerrières ou à diplomatie canonnière. Donc ce type d'actions, en tout cas dans un premier temps, ne pourront se poursuivre, mais ceux qui viennent du Nord pensent que le temps est avec eux, qu'ils n'ont pas besoin d'atteindre leurs résultats immédiatement ou dans les 5 années à venir. On pousse ses pions, on s'arrête, on attend que la situation se stabilise et puis ensuite on reprend dès que l'occasion se présente. Et c'est ainsi qu'on procède peu à peu. Et donc, pour la Turquie, surtout quand on voit ce qui s'est passé en 2020. En 2020, la Turquie, et on voyait très clairement, la Turquie poussait la Grèce à réagir, notamment à travers de multiples provocations. Il y avait... la Turquie essayait de pousser la Grèce à la réaction avec la zone d'exclusion à 6000 marins qui était empiétée, ou l'espace aérien à son tour empiété avec, je crois qu'il y avait 1200 survols de l'espace aérien grec en 2020. Et donc la Turquie espérait une réaction de la Grèce qui, à son tour, justifierait une réponse musclée. Mais ça ne s'est pas produit ainsi. Et donc la Turquie ne peut pas jouer à ce même jeu. D'ailleurs, au contraire, la Turquie a décidé de ralentir un petit peu cette démarche. Mais ce que j'ai essayé de faire à travers cet exposé, c'est de vous présenter non pas l'immédiat, mais la stratégie à long terme. La grande stratégie, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais l'intention à terme, c'est-à-dire il veut retrouver le monde tel qu'il était à l'époque de l'Empire ottoman, où tous les pays qui souhaiteraient avoir ne serait-ce qu'une présence dans la région seraient obligés de traiter avec la Turquie, ce qui serait une bonne chose pour la Turquie. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose dans les intérêts de la Turquie. D'ailleurs, c'est peut-être pas le cas, mais ce qui est certain, c'est que... Enfin, la question est de savoir si cette démarche-là, cette stratégie-là, va dans le sens des intérêts européens. Ça, c'était la réponse à la dernière question. Est-ce que vous pouvez me rappeler la précédente? Excusez-moi, j'ai oublié. C'est votre micro, Mathieu, de ce côté-là. Rappelez-la rapidement. I wanted to know... Oui, je voulais savoir ce qu'il en était de la réponse grecque à l'action turque, notamment en armement dans le domaine naval et sur le plan des drones. On a compris, vous vouliez savoir quelles étaient les... Allez-y. Vous avez parlé de la stratégie turque et des capacités de défense turques. Mais qu'en est-il de la Grèce? Stratégie grecque, voilà. Comment est-ce que vous agissez face à cette menace? Est-ce que vous nouez de nouvelles alliances, de nouvelles stratégies? Et comment est-ce que vous améliorez vos propres capacités de défense face à la Turquie, notamment concernant les drones et le domaine naval? Ah ben ça, c'était plus clair, mais c'était votre première question, que vous avez bien formulée en français. Donc voilà, c'est quelle est la stratégie grecque? Et on va revenir, je pense que c'est une façon de revenir sur l'accord franco-grec. La conférence, ce n'était pas... Il ne s'agissait pas de la stratégie grecque, mais je vais parler de ça. What the Greek strategy was. La stratégie grecque, et dans une certaine mesure, j'y ai été associé. La stratégie donc de la Grèce par rapport à tout cela consistait à dire que d'abord il fallait rester dans certaines limites, puisque chacun essaye de mettre en avant, disons, ses meilleures cartes. Quelles étaient les cartes grecques? Les cartes grecques, les cartes turques plutôt, c'était la puissance militaire, c'était une certaine puissance de ce côté-là, alors que du côté grec, il y avait d'abord, la Grèce sortait d'une grosse crise économique avec une situation militaire dégradée. Donc, les cartes fortes
de la Turquie. La carte qu'elle pouvait jouer, c'était la carte de l'agression, de l'agressivité et la construction d'une industrie de la défense qui se développait notamment, pas d'ailleurs simplement chez les drones, mais également les navires de guerre donc la Turquie s'est armée jusqu'aux dents, et après ses interventions en Libye et en Syrie, et la Turquie a rencontré certains succès, petits ou grands, et elle se sentait de ce fait en mesure de pousser cette politique d'intimidation. Alors, quelles étaient quelles cartes la Grèce détenait-elle? D'abord, elle faisait partie de l'OTAN et donc elle n'allait pas se prendre des coups impunément comme comme l'Ukraine aujourd'hui ou justement la Syrie hier. Mais surtout, la Grèce s'est rendue compte que sa position s'appuyait sur le droit international, la Convention du droit de la mer. Donc, alors que la Turquie concluait ses accords avec la Libye, en même temps, la Grèce a conclu 2 accords, l'un avec l'Égypte et l'autre avec l'Italie pour la zone d'exclusivité économique. Pardon. Et cela se faisait en respectant scrupuleusement les dispositions des droits de la mer, alors qu'elle pouvait faire preuve de souplesse. Par exemple, la Grèce n'a pas exigé que la ligne de démarcation avec l'Égypte passe exactement par le milieu. Elle pouvait lui céder un peu de terrain pour faire preuve de bonne volonté. Donc la position grecque était de s'en tenir au droit international, et deuxièmement, s'armer quand même un petit peu, parce que quand même le voisin turc était de plus en plus agressif, d'où les achats d'armement, d'armes auprès de la France, la frégate de Balara, les Rafales, les aéronefs Rafale, et puis des accords stratégiques. Alors, il y en avait avec la France, mais un autre avec les États-Unis, pour mettre en place une stratégie, si vous voulez, de retenue de la Turquie, pour essayer de la contenir. Pondé nous amène à réinterroger la problématique de l'OTAN. La guerre en Ukraine, on le voit, a créé un effet qui donne l'impression d'une très forte cohésion, d'une très forte cohérence de l'OTAN, puisque même des pays qui ne sont pas dans l'OTAN pourraient être intéressés à y venir, comme les Suédois ou les Finlandais. Mais là, on a l'impression que si ça se consolide à l'Est et au Nord, il y a un risque que l'OTAN soit très fragilisée par un État qui perturbe en tout cas l'unité ou le consensus des relations qu'il devrait y avoir au sein de l'Alliance. Vous avez tout à fait d'accord. Mais c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit la cohésion de l'Ouest. Et ça a surpris Poutine. Et peut-être il a surpris Erdogan as well. Il ne le pensait pas. Parce que qu'est-ce qu'ils savaient? What they were thinking. I mean, what they have seen. Ce qu'ils croyaient, ce qu'ils ont constaté, c'est que la Russie a envahi la Géorgie, il ne s'est rien passé. Ils ont envahi l'Ukraine et ils ont annexé la Crimée, il ne s'est rien passé. Obama a affirmé que si Assad utilisait des armes chimiques, ils allaient répliquer. Il a utilisé des armes chimiques, il n'a pas répliqué. Et puis, sans aucune raison, les Américains ont quitté le nord de la Syrie, et puis ce sont les Russes qui sont arrivés et qui se sont emparés de leur base, et ils s'en sont vantés. Ils ont même trouvé une centaine de personnels là-bas. Et puis, ils ont vu des personnes arrivés au Capitole, donc les 3 dirigeants ont pensé que les démocraties libérales occidentales étaient sur le déclin, que l'Occident était sur le déclin politiquement et économiquement avec l'essor de la Chine et militairement. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que des gens envahissaient le Capitole américain, ce qui était impensable. Mais cela a alimenté leur idée selon laquelle l'Occident était en déclin final. Et
le Capitole, le 6 janvier, il y a eu cette façon, après cela, il y a eu la façon honteuse dont l'OTAN et les États-Unis ont quitté l'Afghanistan. Et donc, c'est là qu'on puisse encouvrer la Turquie et le Qatar. Bon, vous pouvez dire que la Turquie n'a pas les ressources, les moyens de ses ambitions. Bien sûr, elle a des ambitions disproportionnées, mais elle a des ambitions qui dépassent ses capacités. Mais la Turquie a utilisé de façon très intelligente l'argent du Qatar. Cela a donc été une combinaison très intelligente et ils s'en sont trouvés renforcés. On leur a donné raison. Les États-Unis ont quitté précipitamment l'Afghanistan, mais les Turcs et les Qatariotes sont restés. Donc ils ont pensé qu'ils étaient du bon côté de l'histoire en suivant les Qatariotes. Et l'OTAN et l'Ouest se sont retranchés. Et là, on voit la cohésion de l'OTAN. Ça a changé le calcul, mais on va voir comment cela va se dérouler à l'avenir. Avec la question de M. Wardès, d'abord, il se posait la question, est-ce que les exercices Mavivatan ont vocation à être répétés tous les ans, comme les grands... Non. Un tour de force à l'OTAN. 100 ships in all the... 100 navires dans toutes les parties de la patrie bleue. Ils ont dit maintenant on va imposer la patrie bleue et voilà une manifestation, voilà ce qui permet de manifester, de concrétiser la patrie bleue. Un peu plus technique, elle était, je vous ai vu monsieur, c'était une question qui était posée au départ, elle était dans l'organisation des forces hélicoptères de la Turquie. La Grèce, il y a des hélicoptères navals. Dans l'exercice, la Turquie a surtout utilisé des hélicoptères de l'armée de terre, si je comprends bien, c'est ça? Non, ce sont des hélicoptères navals aussi, quand même. Navalisés, oui. Oui, d'accord. Et de même type. Mais c'est que... Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme hélicoptère? C'est Kursk, c'est Hawk. D'accord. Un Black. Et des Black Hawk. Mais ce qu'ils font, la différence, la grande différence, ce n'est pas les hélicoptères, c'est les drones. Les drones, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, on prend une nouvelle série de questions. Il y a M. Skremkos. Il y avait monsieur, je crois. Je l'ai vu là-haut, on va lui passer le micro après. Allez-y. Mr. Diakopoulos, thank you for your... Merci beaucoup pour cette conférence, Monsieur Diakopoulos. J'ai deux questions que je souhaitais vous poser. Dans l'un de vos articles, à Katimani, vous avez dit que si la Turquie croyait en sa puissance en Europe et en Diatymélis... Can you please repeat what did I say? Vous pouvez me rappeler ce que j'ai dit? Vous avez dit que si la Turquie croyait à la puissance, en Europe, nous croyons au droit. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, l'atout de la Grèce, c'est le droit. Tout le monde joue ses atouts. Et oui, et que donc la Grèce devrait considérer un appel à la haie comme étant un grand choix stratégique. Pensez-vous que la Turquie pourrait accéder à cette saisine de la Cour de la haie, étant donné surtout les aspirations maximalistes de la patrie bleue et le rejet de toutes ces revendications? Et deuxième question, la Russie menace de guerre si l'Ukraine et la Géorgie rejoignent l'OTAN, comme vous l'avez dit, et la Turquie menace la Grèce si elle étend ses eaux territoriales. Puisque la stabilité de la Grèce est un composant essentiel de l'architecture sécuritaire de l'Ouest, est-ce que la Turquie, notamment vu l'accord récemment signé avec l'Italie et l'Égypte, est-ce que la Turquie peut vraiment mettre en œuvre son plan, ou bien on va conserver un climat de paix froide entre la Turquie et la Grèce? Je ne peux pas répondre à la deuxième parce que je ne sais pas ce qu'il va se passer. Bien sûr, la Grèce ne peut pas étendre ses eaux territoriales. Même si c'est entièrement dans les clous du droit, parce que c'est explicitement ce que dit le droit de la mer. Tout pays, et peu importe que vous soyez français ou qui que ce soit, n'importe quel pays du monde, où que vous soyez,
Si vous êtes un État littoral, vos eaux territoriales s'étendent jusqu'à 12 000 nautiques et le seul pays qui n'a que 6 000 nautiques, c'est la Grèce. Mais nous savons que nous ne pouvons pas passer à 12 000 nautiques. Ce serait un casus belli pour la Turquie. Supposément, si jamais il y avait un accord, un grand compromis, un grand accord mondial, on en parlerait dans le cadre de cet accord. Mais je ne vois pas cela arriver. D'un autre côté, je ne vois pas d'autre façon de résoudre ces problèmes. Même Clausewitz a dit que la guerre ne résout jamais les problèmes. On ne fait que les mettre sur pause pour la prochaine guerre. Je ne sais pas. Ça n'est pas une façon de résoudre des problèmes de saisir la Cour internationale de la Haye. J'ai écrit longuement sur cela. Cela devrait être la grande stratégie de la Grèce, avec l'aide de l'Union européenne, des États-Unis, je ne sais pas, ou bien en étant renforcé, en étant autonomisé. Comment forcer la Turquie à accepter de saisir la Cour de la Haye? C'est la seule façon de s'en sortir. Mais ce que je souhaitais dire aujourd'hui ne concerne pas le problème gréco-turc. Et je le pensais vraiment. Je souhaitais expliquer, voilà ce que fait la Turquie, voilà quel est son but, et voilà quelles en sont les implications pour l'Europe. Et puisque l'Europe n'est pas cohérente, qu'il n'y a pas de cohérence en Europe, je me rappelle qu'on se plaignait de la patrie bleue, et j'étais ici à l'Élysée, et je disais à mes homologues qu'il y aura un moment où il faudra demander la permission pour aller dans l'est de la Méditerranée. 3, 4 mois, 5 mois plus tard, il y avait l'incident de la frégate Courbet. Qu'est-ce qu'était l'incident? Je ne suis pas sûr que tout le monde le savait, c'est clair. Ça a été présenté tout à l'heure. C'est une frégate française qui a été illuminée donc, de manière agressive. Alors, monsieur. Admiral, thank you. Merci, Amiral, pour cette présentation très éclairante. Vous avez évoqué rapidement l'influence du Conseil des Nations, du Conseil de coopération du Golfe dans la stratégie de la Turquie. Que pensez-vous qu'il pourrait se passer avec le changement de la donne en Syrie, avec le retrait des forces russes et le fait que les milices russes qui savent se battre en Syrie, qui pourraient être redéployées en Ukraine? Et on n'a pas parlé non plus de l'Iran. L'Iran, bien sûr, on parle du croissant chiite. En quoi cela influe sur la Turquie et est-ce que cela se maintiendrait? Peut-être que je serais culotté en disant que on s'est trompé sur Soleimani, oui. Si jamais Erdogan ne concède pas le pouvoir comme il devrait le faire, si vous regardez les sondages et la politique intérieure, pensez-vous que l'OTAN va retirer le commandement allié terrestre de la Turquie? Et donc, que se passerait-il pour la position de la Turquie, ce qui... cette idée de la conception churchillienne des 3 anneaux du pouvoir, il serait au centre de l'anglosphère d'une Europe unie et de l'ancien empire britannique du Commonwealth. Pensez-vous que si l'on adopte un point de vue à plus long terme selon lequel tout ce que vous avez présenté pourrait être un avenir potentiel plutôt qu'un avenir naturel, que se passerait-il? Merci beaucoup. Alors, la Turquie, comme j'ai essayé de le démontrer dans ma communication, ils sont très bons, de très bons équilibristes. Ça n'est pas facile de faire ce qu'ils font. Actuellement, si quelqu'un l'avait dit auparavant, oui, là, ils soutiennent l'Ukraine. Oui, ils soutiennent l'Ukraine. Et en même temps, ils soutiennent la Russie. Ce qui a l'air d'être impossible est accompli par la Turquie, pourtant. Cela montre qu'ils sont très bons. Ils soutiennent la Russie et maintenant les avions russes, même le yacht d'Abramovitch, est dans les eaux turques. Et il n'y a pas de sanctions contre les Russes en Turquie.
Donc, ils réussissent à jouer des deux côtés, sur les deux terrains. Concernant l'Iran, ils ont fait la même chose. Jamais dans leur histoire, ils n'avaient eu de bonnes relations ou cordiales avec l'Iran, mais ils avaient un modus vivendi, une bonne coexistence avec l'Iran. Maintenant, aux États-Unis, il y a ce procès qui va durer éternellement parce qu'ils l'utilisent comme monnaie d'échange contre la Turquie, contre Alpag. Le fait est que la Turquie a violé les sanctions à l'encontre de l'Iran et c'était de bonnes affaires qui étaient rentables pour les deux. Ils vont continuer de fonctionner comme cela. En Syrie, il y a un léger désavantage pour la Turquie vis-à-vis des Russes, ce qui est un autre problème. La seule erreur qui a été faite par la Turquie dans sa grande stratégie, c'est qu'elle est devenue trop dépendante de la Russie à un certain stade. Et la Russie a énormément de pouvoir sur la Turquie et elle s'en est servie en 2015 lorsque les Turcs ont abattu un avion russe. Parce que l'économie turque, les besoins énergétiques turcs sont entièrement satisfaits par la Russie. Ils en sont dépendants. Donc, en Syrie, la Turquie a réussi à avoir ces micro-États, ces entités, on ne sait pas comment les appeler, qui ont été quasi virtuellement incorporés en Turquie. Ils utilisent la monnaie turque, la livre turque, et les administrateurs sont turcs, etc., etc. Alors, officiellement, ça fait partie du nord-ouest de la Syrie, mais en réalité, ça fait partie déjà du territoire turc. Mais là encore, s'ils mettent fin à leurs relations avec les Russes et si les Russes commencent à aider les Kurdes là-bas, la situation pourrait changer. Pour la Turquie, elle ne peut pas se le permettre. Donc, quoi qu'il se passe, la Turquie ne va jamais, elle ne pourra jamais se mettre à dos, en tout cas dans un avenir prévisible, se mettre à dos la Russie. Elle va continuer son numéro d'équilibriste. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais pour l'instant, on peut dire qu'ils y réussissent très bien. Et je le dis de façon positive, je ne souhaite pas les dénigrer. Je souhaite simplement dire qu'ils le font très bien. Ça veut simplement dire qu'ils ont une tradition d'ancien empire. Ils savent comment le faire. Question Monsieur, allez, la dernière question sera pour vous. Merci beaucoup. Comment envisagez-vous la position de l'Égypte, qui me paraît concernée par la patrie bleue? Quel rôle va-t-elle jouer? Comment va-t-elle réagir, si tant est qu'elle se sente concernée? Yes, Egypt is a big. Oui, l'Égypte. Je vais vous dire ce que moi je pense. L'Égypte devient une grande puissance. Et elle achète des armes à la France comme nous, et maintenant elle a une relation très très étroite avec la Grèce et une relation très bonne avec Israël et les Émirats et l'Arabie Saoudite, etc. Et il y a énormément de méfiance entre eux et la Turquie. D'un autre côté, la Turquie a fait des ouvertures à l'Égypte, elle souhaite améliorer leurs relations. Et c'est pour cela que la Turquie a demandé aux frères musulmans qui sont situés à Istanbul de ne pas vraiment causer de problèmes. Mais l'Égypte exige de la Turquie qu'elle les expulse, ce que ne fera jamais la Turquie. D'un autre côté, maintenant que la Libye est dans une situation inextricable et que tout le monde fait comme si ça n'était pas un problème. Personne ne sait comment cela va se goupiller. Les élections devaient avoir lieu en décembre. Elles ont été repoussées en juin. Personne ne souhaite des élections à moins d'être sûr de les gagner. Mais ça n'est pas une conclusion écrite d'avance. Et l'Égypte et la Turquie soutiennent des côtés différents. Mais si vous avez vu si vous avez regardé la carte de l'Est de la Méditerranée,
Je crois qu'on devrait la voir à où cela. Si vous regardez une carte de l'Est de la Méditerranée, je crois que cette carte-là, si la Turquie réussit à imposer sa maîtrise de la zone septentrionale, ce qui est assez étrange à voir, ça, supposément, c'est la ZEE de Chypre du Nord. Alors, les Turcs disent que les îles n'ont pas prétention à des plateaux continentaux. Eh bien, cette partie de l'île, là en particulier, non seulement elle a un plateau continental, mais en plus, ce plateau continental fait le tour de l'île pour arriver jusqu'en bas. Bon, ça, c'est complètement aberrant, mais c'est ce qu'ils font. Alors, ce que je souhaitais dire, c'est que s'ils arrivent à imposer, à maîtriser cette zone ici, stratégiquement, cela coupe la Grèce de l'Est de la Méditerranée, de l'Égypte. Cela coupe la Grèce de l'Égypte. Ça, c'est l'accord gréco-égyptien. Si là, c'est la fin de la ZEE turque et la fin de la ZEE libyenne, eh bien, la Grèce est complètement coupée. Et donc, elle sera acculée à un moment, l'Égypte. Ça ne sera pas facile de pouvoir se maintenir sans l'aide de la Grèce. Si la Turquie impose sa volonté dans l'est de la Méditerranée, Israël sera aussi acculé et l'Égypte, tôt ou tard, pourrait concéder la victoire à la Turquie pour essayer de trouver une solution. Et ce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir avec Morsi la première fois, peut-être que la deuxième fois, peut-être que les frères musulmans réussiront mieux à saisir le pouvoir. Donc on ne sait pas. Le fait est que s'ils y parviennent, l'Égypte se verra retirer le soutien de la Grèce, ce qui rendra sa position extrêmement précaire. Je ne veux pas oublier les internautes, d'autant qu'ils ont eu des liaisons un peu agitées ce soir et donc ils ont quand même posé des questions. Mathieu, donc la dernière question, si vous acceptez, amiral, des internautes. Ah oui, oui, d'accord. Question from the internet. Une question d'internet, amiral. Vous avez parlé de la stratégie turque et de l'attitude russe. Iriez-vous prévoir un renforcement de la présence américaine dans l'est de la Méditerranée ou pensez-vous que ça, c'est du passé, à l'instar du retrait américain de l'Afghanistan et du nord de la Syrie? Oui, le retrait a commencé avec le pivot américain vers l'Asie. Le vide de pouvoir qui a été créé par cette condition veut dire que les Américains ont envoyé un signal au monde selon lequel cette partie du monde ne m'intéresse plus tellement, j'ai d'autres priorités maintenant. Alors, avec ce qu'il s'est passé en Ukraine, peut-être bien que les Américains vont faire leur retour. Je ne sais pas dans quelle mesure et pendant combien de temps, mais on peut s'attendre à ce que cette zone, en tout cas de l'est de la Méditerranée, revienne sur la carte de leurs priorités pour les États-Unis. Je vous remercie. Merci, amiral. Merci pour cette conférence. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Je voudrais aussi remercier. Alors, j'ai toujours un problème avec eux, c'est toujours les mêmes, ils sont excellents, nos deux interprètes, parce que j'ai jamais su si c'était Anthony Roger ou Anthony Roger, et j'ai jamais su si c'était Robert Wolfenstein ou Robert Wolfenstein. Donc, ils m'excuseront, ils sont derrière, ils me rediront, mais je crois que c'est bien, finalement, c'est bien Anthony Roger. Et Wolfenstein? Bon, en tout cas, un grand merci à eux deux qui ont traduit cette conférence. Merci beaucoup. I personally think. Moi, personnellement, je les remercie aussi.